Bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour discuter des résultats d'une recherche qu'on a fait en partenariat avec le CRIEM et MR63. Dans le cadre de cette présentation, on va vous présenter notre axe, dans le fond, qu'on a approfondi, travaillé, qui touche les enjeux d'inclusion, d'inclusivité territoriale. Je vais commencer pour la première partie. Je vais être assez bref parce que plusieurs personnes ici, je pense, qui sont proches ou sont impliquées directement ou indirectement ou connaissent un peu MR63. Je voulais faire juste cet exercice de mise en contexte un peu parce que dans le cadre d'une autre présentation que j'ai faite avec le CRIEM, j'avais sauté déjà dans les enjeux, les recommandations sans avoir présenté l'organisation, mais je vais être bref sur ça quand même pour qu'on puisse se situer. Puis ensuite, je vais laisser la parole à Emmanuel, qui est postdoctorant chez nous à l'École d'innovation sociale avec le CRITS, le centre de recherche qui aborde entre autres des enjeux de logement, gentrification, qui a travaillé un peu sur ces enjeux dans le cadre de sa thèse de doctorat, qui a complété. Et par la suite, on va finir avec la troisième partie sur les préoccupations citoyennes et les pistes d'action de recommandation pour MR63 qu'on a commencé à identifier dans ce travail de recherche. Félix Beauchemin a reçu la bourse notamment du Fonds québécois de recherche, notamment pour effectuer cette recherche, mais on a aussi, entre autres, Emmanuel, on a bénéficié notamment aussi. Et moi, j'ai été là pour superviser les travaux. Évidemment, j'ai contribué également dans cette recherche, mais j'ai été en quelque sorte la personne qui a supervisé, qui a contribué, qui a relu, édité, fait des commentaires, mais ça a été principalement mes deux co-chercheurs qui ont fait le gros du travail. Donc, je vais essayer d'être bref sur ça, puis leur laisser la parole, puis avoir du temps vraiment pour qu'on puisse échanger entre nous, puis donc d'avoir de la rétroaction des gens impliqués dans MR63, des citoyens, citoyennes résidents, des gens peut-être dans des organisations locales, communautaires, à Griffintown pour voir est-ce que ça fait écho, est-ce qu'il y aurait des angles morts, des choses qu'on pourrait améliorer. Et pour le dire d'emblée, en fait, ce travail a été en quelque sorte une esquisse. On aurait voulu faire, je pense, à la fin du travail, on s'est dit on avait peut-être le double, le triple de choses qu'on aurait voulu dire ou faire. Le cadre de la recherche aussi, le livrable qu'on devait être capable de rendre à la fin, on s'est dit, bien là, il faut limiter au plus le nombre de mots, aller vraiment droit au but, à l'essentiel. On a accumulé beaucoup plus d'informations, donc peut-être qu'on va avoir le temps d'approfondir un peu plus aussi dans la période de discussion. Donc, sans plus tarder, première partie, qu'est-ce que MR63 pour ceux et celles qui ne savent pas? Le terme vient d'un type de rail sur pneumatique qui a été, en fait, à la base des premières voitures du métro de Montréal commandées en 1963 pour le métro. Mais le métro, comme vous savez, a été mis en place, s'est lancé officiellement autour de 1966-67. Et suite à ça, en fait, plus récemment, dans la dernière décennie, il y avait un projet de revalorisation du patrimoine de ces voitures et la STM, notamment, a lancé un concours pour essayer de voir comment on pourrait essayer de revaloriser ce patrimoine, pas patrimoine bâti, patrimoine à la fois immatériel, matériel, qui appartient à la Ville de Montréal. Donc, ça vient de là, le projet MR63, en fait, l'inspiration. C'est un projet de bâtiment culturel, mais qui a plusieurs pôles, qui se veut un espace culturel, un espace artistique, centré non pas sur le tourisme de masse avant tout, mais vraiment sur la mise en lumière, la visibilité des artistes et la cuisine locale notamment. Il y a une dimension forte en termes de défense, protection, revalorisation du patrimoine, comme je l'ai dit. Il y a un aspect de transition socio-écologique aussi, notamment avec la conception de cet édifice qui se voudrait un bâtiment vert avec des pratiques éco-responsables par la suite. Et cet aspect de développement inclusif, le développement économique, mais qui ne veut pas se faire au détriment des inégalités sociales dans le quartier qui existent déjà et qui a cet aspect de comment faire pour essayer de favoriser une certaine inclusion territoriale. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Du moins, ce souhait-là était vraiment inscrit d'emblée dans la vision et la mission du projet MR63. Donc, les cofondateurs, comme vous les connaissez peut-être ou non, sont Frédéric et Étienne Morin-Bordelot, deux frères, qui ont eu une très bonne visibilité, exposition publique, qui ont fait beaucoup de travail en termes de développement philanthropique, au niveau artistique aussi, au niveau entrepreneurial. Ils ont innové beaucoup dans leurs projets. Et je ne l'ai pas mentionné ici, c'est un projet d'économie sociale, donc c'est un organisme à but non lucratif. Donc, ce n'est pas un projet qui se veut d'abord et avant tout dans la mentalité d'un projet d'affaires pour essayer de maximiser les profits. Évidemment, il y a le souhait d'avoir une viabilité financière du projet. C'est un projet qui coûte plusieurs millions de dollars à développer. Il y a quand même ce souhait aussi d'inscrire des pratiques de développement durable, d'économie sociale dans la vision de ce projet. Donc, où il est situé, pour ceux et celles qui ne savent pas, mais c'est dans le cœur du quartier Griffintown, notamment à la place William Doe, donc situé au coin de la rue Peel,
Ottawa, la rue Yonge, entre autres. Donc, un espace public, en fait, qui est... espace public qui n'était pas tant un espace public, qui était une friche d'un ancien bâtiment. Et là, il y a la volonté. Et il y a eu aussi en place un projet d'urbanisme transitoire pour aménager un espace public temporaire dans ce lieu-là. Et là, les premières, je crois, en fait, je suppose au fait du calendrier exact pour la période 2024-2025, mais la construction a déjà commencé ou elle est sur le point de commencer à l'heure actuelle. Donc, ce projet... Oui? Oui. C'est le sol qui a été excavé, décontaminé. Parfait. La construction commence au printemps prochain. Au printemps prochain, officiellement. Parfait. Donc, ici, vous avez l'image de la projection du bâtiment qui a été, fait en collaboration avec la firme Rayside Labossière, donc qui est un peu la firme d'architecture derrière ce projet. Donc, un projet, comme vous pouvez voir, qui a déjà les anciennes voitures du métro de Montréal qui seraient à l'intérieur, superposées sur différents étages. Donc, c'est le projet. Il y aurait l'idée, comme vous pouvez le voir ici, de faire en sorte que ça soit un espace public ou un tiers-lieu accessible pour les citoyens et les citoyennes du coin. Aussi, il y aurait des salles à louer, il y aurait des espaces de programmation, des performances artistiques et autres choses aussi. Mais ça ne se voudrait pas qu'un lieu où on irait consommer, mais il pourrait avoir une certaine appropriation potentielle par les différents habitants du lieu. Donc, pour rappeler l'historique du projet, 2016, c'est le lancement de l'appel à projet de la STM. J'ai aussi visionné des vidéos aussi qui ont été produites par les deux frères Morin-Bordelot qui racontent l'histoire du projet. L'idée a germé de leur côté bien avant aussi, le début du projet. Je ne sais pas c'était quoi l'année initiale où ils ont eu l'idée, mais ils ont saisi cette opportunité et ils ont gagné en fait l'appel comme tel. Et ils ont commencé déjà à faire des projets pilotes en 2018 sur les berges du canal de la Chine. Pour ceux et celles qui se rappellent, peut-être que vous l'avez vu. Moi, à l'époque, je ne savais pas que c'était eux, mais j'avais déjà été dans cet espace que j'ai trouvé assez sympathique, la station éphémère, donc un petit jeu de mots ici, donc qui a été mis en place avec une programmation artistique culturelle. On pouvait acheter des trucs localement ou amener son propre lunch pique-nique. 2019, ensuite, la phase 1, avec un projet d'urbanisme transitoire qui a été mis en place. Et en 2022, a été lancé plus officiellement la mise en place du laboratoire d'impact. Donc, j'arrive ici avec la mise en situation avec notre projet qui a été en collaboration avec le CRIEM. Ah, j'oubliais avant de mentionner, le coût total du projet pour la construction du bâtiment, c'est quand même une bonne vingtaine de millions de dollars uniquement pour le bâtiment. Donc, il y a eu déjà des fonds qui ont été dépensés dans les dernières années pour les projets pilotes aussi, avec un mélange de subventions publiques, de revenus autonomes, de philanthropie, de dons. Je n'ai pas eu accès, puis c'était pas non plus le cœur de notre recherche de faire une étude du montage financier puis de la viabilité financière du projet, mais c'est pour montrer que c'est un projet qui est assez complexe. Il manque encore de l'argent, mais il y a quand même, le projet va de l'avant. Ils espèrent pouvoir arriver justement à un modèle de viabilité financière dans les premières années de lancement. Donc, l'échéancier, là, ça, c'était tiré d'un ancien document. L'étape initiale, le projet a été retardé à diverses reprises. Initialement, il prévoyait lancer le projet, avoir le bâtiment construit autour de 2020-2021. Après ça, 2022. Mais là, on va être en 2025, la construction commence. Probablement en 2026, si tout va bien. Mais il y a beaucoup de retard dans les travaux, comme vous le savez sans doute, dans les projets industriels, commerciaux, résidentiels ou autres. Donc, ils sont vraiment à l'amorce de lancer le projet officiellement, mais le lieu n'existe pas encore. Donc, la charte d'impact, en fait, le laboratoire d'impact d'MR 63 a été lancé en fonction de leur propre visée en termes d'impact sur la société, sur l'aspect culturel, social, écologique et économique. Donc, il y avait un pôle qui touchait la question du patrimoine, de la culture, de l'inclusion territoriale et de la régénérescence environnementale, développement durable, transition socio-écologique, différents termes. Donc, nous, on s'est concentré sur l'axe d'inclusion territoriale. Donc, ça s'inscrit d'emblée. Eux, il y avait la vision, il y avait l'idée de former un certain laboratoire, d'avoir en quelque sorte une forme de recherche-action collaborative, partenariale pour avoir une certaine, une vision externe de leur projet, des impacts potentiels, des enjeux, des angles morts, pour voir comment on pourrait essayer d'atténuer les impacts négatifs ou de maximiser les impacts positifs du projet. Donc, sur ça, donc, de notre pôle, en fait, on a été mobilisés à travers l'intermédiaire du CRIEM qui sont venus me chercher. Et moi, j'ai trouvé des co-chercheurs qui avaient une certaine expertise, entre guillemets, sur les questions de logement, de gentrification, d'inclusion territoriale, entre autres. Donc, les différentes questions que MR 63 se posait au moment où on a lancé cette collaboration, c'était
les conditions historiques, sociales et économiques du quartier Grafentown qui amenait des enjeux de gentrification. Donc, essayer de décortiquer un peu cette dimension-là. Aller voir comment est-ce que MR 63 pourrait devenir un catalyseur, entre guillemets, d'inclusivité économique et sociale pour limiter les effets de gentrification. Donc ça, on a trouvé ça intéressant d'emblée. Nous, on ne voulait pas arriver avec un projet de recherche, on faisait juste mettre du vert ou mettre du social washing sur un projet avec des gens qui n'avaient pas cette considération-là éthique. Donc, il y avait vraiment l'idée d'MR 63 d'être conscient des enjeux d'inégalité sociale, la crise du logement, entre autres, qui nous touche de plein fouet, de voir comment est-ce que le projet pourrait du moins atténuer son impact de ce côté-là ou contribuer à appuyer des préoccupations citoyennes et autres dans le quartier, comment les ressources de MR 63 qui vont être développées, donc qui espèrent quand même avoir une viabilité financière, de tirer certains bénéfices, comment ça pourrait contribuer en retour à la communauté. Donc ça, c'est les grandes questions de recherche qui nous ont été lancées. Et suite à ça, nous, on a le pôle d'inclusion territoriale avec nos noms. Vous avez les gens des autres pôles, mais on ne va pas en parler beaucoup. Donc, nous, on a construit notre rapport autour de 3 grands axes. Le premier, c'est le portrait du quartier des enjeux avec une petite revue de littérature, j'ai oublié un mot aussi, d'inclusion, mixité sociale, inclusivité territoriale, participation notamment. Donc, essayer de creuser ces différents enjeux. Axe 2, la question de l'inclusion territoriale, pour nous, ça ne pouvait pas être uniquement sur les impacts en termes d'inégalité au niveau économique. Ça devait toucher l'inclusion des gens directement concernés dans la communauté, donc tout ce qui touche les pratiques de consultation, de participation citoyenne, de comités de résidents, de gouvernance démocratique, aussi de cette entreprise d'économie sociale qui n'a pas de membership élargi encore. On s'est dit, mais ça, c'est des enjeux qui touchent l'inclusion territoriale. Et ça, c'est plus mon champ d'expertise à moi. Donc, j'ai travaillé sur la question de démocratie participative, de gouvernance démocratique dans le cadre des villes. Donc, ça, c'était plus mon lot d'expertise. Je ne suis pas expert de questions du logement, gentrification et autres. C'est davantage mes co-chercheurs ici. Et troisièmement, les stratégies d'atténuation de la gentrification. Donc, ça, c'était vraiment ce qu'on cherchait à faire pour essayer d'avoir des pistes d'action à MR 63 qui pourraient commencer à appliquer à différents niveaux en fonction des priorités de l'organisation, en fonction de leur souhait d'aller de l'avant. Et au niveau méthodologique, je vais être très bref sur ça. On s'est basé essentiellement sur une recherche documentaire, donc sur la littérature grise, disponible sur le quartier Grafentown notamment, la recherche académique aussi, la recension d'écrits sur les enjeux d'inclusion, de gentrification, de stratégie d'atténuation d'impact, de gouvernance démocratique et autres. Et au niveau de la recherche qualitative, on aurait espéré faire une grosse recherche avec des immenses sondages. Il y a déjà des sondages qui avaient été faits par MR 63 qu'on a mobilisés, entre autres, de notre côté pour avoir un peu plus d'informations. Mais on a fait essentiellement des entretiens semi-dirigés. Davantage Félix, ici, a été celui qui a réalisé ces entretiens. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais ça nous a donné des informations complémentaires, mais sur une recherche qui venait essentiellement être appuyée sur la recherche documentaire. Donc, je pense qu'il me reste une slide avant que je passe mon tour, à moins que ça passe à mon collègue ici qui va prendre le relais avec la présentation des enjeux du quartier Grafentown en termes d'inclusion territoriale. Ben oui, c'est ça. En fait, dans mon cas, je me disais pour ma partie, je peux peut-être commencer par offrir une rapide définition de ce qu'on entend par inclusion territoriale. Il y a 3 axes qui nous semblent intéressants à mettre de l'avant. Le premier, c'est l'accès aux ressources et aux services. Quand on parle d'inclusion territoriale, de notre point de vue, il s'agit de mettre de l'avant comment que différentes personnes dans un quartier, dans une région, peuvent accéder, par exemple, aux services qui sont offerts, que ce soit des services commerciaux, que ce soit, par exemple, différents commerces de quartier, même l'accès au logement. Ça joue évidemment sur les prix, sur aussi la question, peut-être des espaces qui sont publics, accessibles gratuitement à l'ensemble des personnes, centres communautaires, les piscines et compagnie. Donc, nous, il y avait la dimension, si on veut, très matérielle, finalement. C'était de l'accès à différents services qui sont offerts, puis au cadre bâti, finalement, puis à ce qui se joue, finalement, à l'intérieur du cadre bâti. Il y avait peut-être de manière un peu plus immatérielle, mais tout à fait conséquente aussi, le sentiment d'appartenance et d'écoute. Donc, on peut avoir des fois accès à des espaces. Ça ne veut pas dire qu'on s'y sent entendu. Ça ne veut pas dire qu'on a l'impression qu'on est les bienvenus. Il y a quand même en sociologie plusieurs travaux là, sur ce qu'on appelle de manière peut-être un peu, ça peut avoir la grandiloquent, là, mais la violence symbolique, l'idée qu'on peut ne pas être parfaitement exclu d'un point de vue physique d'un espace, mais néanmoins, on ne s'y sent pas du tout confortable. Ce qui fait que finalement, on peine finalement à vraiment y prendre nos aises, interagir avec les gens. Donc ça, c'est à prendre en compte de notre point de vue l'inclusion territoriale, donc dimension peut-être plus
matériel, là, au sens assez brut du terme. Il y a la question aussi appartenance, se sentir écouté. S'il y a un espace d'échange, est-ce que notre parole est vraiment prise en compte? Est-ce que ça prête à conséquence quand on dit quelque chose ou ça semble une écoute un peu superficielle? Finalement, le troisième axe qui nous semblait intéressant, c'est les possibilités de se rencontrer et d'échanger. Puis peut-être pour MR63 en particulier, il y a cette idée quand même d'offrir un espace accessible au public. Il y a des questionnements à savoir quelles mesures peuvent être prises pour faciliter, en fait, cette vraie appropriation par l'ensemble des résidents et résidentes de Griffintown, de MR63. Donc, bref, historique et portrait. Nous, ce qui nous semblait intéressant avec Griffintown, c'est que ça échappe un peu au récit plus conventionnel de la gentrification, en fait. D'où l'idée que nous, on parle d'un redéveloppement. C'est Félix qui avait proposé la formule. Parce qu'ultimement, c'était pas un quartier qui était très, disons, populeux, puis qu'il y a eu un remplacement de population, comme un scénario classique du plateau à partir des années 80, de Parc Extension, puis d'autres quartiers sur la ligne bleue à partir, mettons, de 2010 et compagnie. Griffintown est un quartier qui avait été un peu vidé au cours des années 60 sous l'administration Drapeau, là, avec un peu l'installation de la route, puis compagnie. Et avec l'ouverture de l'ETS, finalement, en 97, il y a eu un développement assez spectaculaire au cours des 25 dernières années, si on veut, avec la construction de milliers d'unités résidentielles, principalement des condos. Et ça a eu une grosse incidence sur la composition sociodémographique du quartier. C'est une population qui est plus jeune, plus éduquée, plus fortunée que la moyenne montréalaise. Donc, puis c'est la population qui peut se permettre finalement le type d'unité résidentielle qui a été construit dans cette importante période de développement. Et il y a dans la littérature aussi des questionnements sur la mesure dans laquelle Griffintown n'est pas un contre-exemple de planification urbaine, pour autant qu'il y a eu ce développement très, très rapide d'unités résidentielles, surtout finalement privées puis en propriété, mais pas nécessairement avec un arrimage sur le développement des services, par exemple les écoles, puis toutes les infrastructures qui permettent de vraiment vivre un quartier, puis que c'est pas juste un dortoir, pour le dire de manière très rapide, là. Donc, c'est des débats en cours. En ce qui a trait peut-être à la littérature plus, disons, mainstream ou classique sur la gentrification, il y a peut-être 3 axes qui sont intéressants à prendre en compte, malgré qu'on doit garder en tête la nuance qu'on a faite entre, justement, redéveloppement et gentrification dans le cas de Griffintown. Un défi qui entoure ce qu'on appelle la gentrification, il y a l'exclusion sociale et économique. Le fait que, soit sur le marché résidentiel ou le marché commercial, le type d'unité, par exemple, de logement ou le type de services qui sont offerts, les prix sont trop élevés pour une partie de la population. Donc, d'office, elle ne peut pas soit accéder au logement ou s'installer dans des cafés ou acheter dans les commerces locaux. Ce qui change beaucoup la ronde quotidienne des gens, finalement. Au final, la vie dans n'importe quel milieu, ça se joue autour d'un quotidien, puis des lieux à partir desquels on répond à nos besoins. Si les prix augmentent trop, les gens doivent se réadapter, des fois quitter, en fait, leur milieu de vie. Il y a aussi, encore une fois, sur le plan peut-être plus émotionnel ou symbolique, une perte de repères pour les communautés plus vulnérables. Ça commence à être de plus en plus documenté dans la littérature sur la gentrification, de dire, même quand il y a des mesures pour s'assurer que les gens puissent rester dans leur logement, si, par exemple, les groupes communautaires sont évincés, ça arrive de plus en plus souvent, en fait, là, à Parc Extension en particulier, où il y a actuellement une espèce de saga autour, finalement, de la perte d'accès aux locaux pour une quinzaine de groupes communautaires qui vont être dispersés à travers le quartier à partir de maintenant. Puis, pour la population locale, en fait, ça peut doubler la quantité de temps dont ils ont besoin pour accéder aux mêmes services, parce que plutôt que d'être tout concentré au complexe William-Easton, ça va être vraiment réparti de manière très inégale dans le quartier. Donc, pas de repères. Puis, des tensions, en fait, aussi entre les résidents et résidentes qui appartiennent à différents milieux socio-économiques. Ça joue souvent de manière, on peut dire, détournée. Ça peut être des plaintes par rapport au bruit. C'est souvent des tensions autour de certaines manières d'habiter la ville qui finalement jouent souvent la défaveur des groupes les plus vulnérables, en fait, dont les manières d'être, les manières d'habiter l'espace sont considérées comme inadéquates, finalement. Finalement, stratégie d'atténuation de la gentrification, on est allé pour finalement des approches assez classiques en partant du macro puis en essayant de voir qu'est-ce qu'on peut retenir pour MR63, ce qui va permettre de faire une transition vers la partie à Félix. En termes d'atténuation de la gentrification, le développement du parc locatif social et abordable est souvent évoqué. C'est une des principales revendications du regroupement, le FRAPRU, dont on aperçoit ici une manifestation à Québec. Peut-être un élément à prendre en compte aussi, c'est qu'on parle souvent du développement qu'il faut plus d'unités de logement social. Il faut aussi entretenir notre parc locatif social et abordable. Il y a un très, très gros enjeu actuellement de
difficulté à faire les rénovations nécessaires dans le parc de HLM, dans le parc des coopératives d'habitation, puis dans les OBNL d'habitation, notamment les plus vieilles coopératives actuellement. Là, c'est des très, très gros dossiers. Là. Je pourrais vous en parler plus longuement si ça vous intéresse, mais dans tous les cas, il y a ça, donc le développement d'un parc locatif vraiment avec des loyers contrôlés. En parallèle de ça, il faut protéger les droits des locataires sur le marché locatif privé, qui reste quand même, dans le contexte québécois, l'écrasante majorité des unités locatives sont sur le marché privé. Donc, vers cet égard-là, il y a eu quelques reculs récemment, là, notamment la fin de la cession des baux, qui était quand même un mécanisme pour éviter des augmentations de loyers trop importantes entre les passations de bail. Et il y a la question aussi, plus largement, de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La gentrification, finalement, oui, on parle souvent de l'augmentation du coût de la vie, notamment des loyers, mais c'est souvent aussi parce que l'écart avec les revenus des gens est de plus en plus important. C'est parce que le coût de la vie augmente et que les revenus stagnent. Souvent aussi, il peut y avoir des coupures dans les services sociaux en parallèle de ça. Donc, ultimement, il y a aussi la question de comment on lutte contre la pauvreté comme condition, disons, matérielle, puis l'exclusion sociale qui est peut-être une capacité limitée à interagir, à échanger avec les autres, puis à se sentir finalement pleinement participant et participante de la vie collective. Ce qui nous amènerait finalement à notre très cher Félix. Vous pouvez le constater, il y a comme, on a éprouvé ça, on fait un enjeu dans notre recherche, je fais une petite transition ici, entre, disons, l'échelle structurelle systémique des problèmes et MR63, qui est une organisation dont le bâtiment n'existe pas encore, mais qui a la volonté d'atténuer les impacts. Et comment on fait le lien entre le micro, le macro, comment on fait atterrir ces considérations larges et comment MR63 pourra avoir une prise, une toute petite prise sur ces grandes dynamiques locales. Comme vous voyez, MR63 ne va pas pouvoir, par soi-même, être capable de vaincre toutes ces forces grandioses, mais il y a quand même des choses qui pourraient être faites de façon très concrète. Puis on s'est dit, ça a été le travail de bricolage à travers les préoccupations citoyennes, le travail qui a été fait de lien avec des gens autour pour voir comment MR63 pourrait contribuer du moins à ne pas amplifier cette situation ou à faire bifurquer les choses. Et ça a été un peu, en fait, la préoccupation initiale, ce qui nous a mis au défi comme chercheurs intellectuels de comment faire arrimer cette compréhension macro-sociale comme on a en sciences humaines, en sciences sociales, à des préoccupations très concrètes puis des pistes d'action. Donc, je vais passer la parole ici à Félix qui va nous en dire plus. Oui, bien exactement. Ça fait un très bon parallèle avec ce que je voulais vous parler. En fait, mon objectif, moi, c'est de vous parler un peu de ce qui a été amené comme préoccupation, ce que MR63 pourrait, devrait comme combler comme lacune dans le quartier de Griffintown. Et ultimement, c'est quoi les pistes d'action qui vont nous mener à régler ces problèmes. Puis comme Jonathan a dit, de jouer un rôle positif dans l'atténuation de mesures de gentrification, favoriser la mixité sociale, entre autres, et j'en passe. Donc, la première préoccupation principale, ça vient un peu à la notion de ce que c'est un espace public. Emmanuel l'a un peu mentionné, donc un espace, oui, où on peut avoir accès, peu importe son statut social, différents statuts sociaux finalement, mais également un lieu, en fait, où on se sent réellement inclus, au-delà de, genre, justement, comme on avait dit, de la simple accès, mais de sentir qu'on est accepté en tant que personne, puis qu'on n'a pas besoin de consommer pour aller à un lieu, besoin d'avoir une certaine apparence, par exemple, des trucs comme ça. Donc, on pense notamment des exemples notables, les bibliothèques, c'est des exemples, des parcs, certains espaces, même à certains égards des universités, là, ça, de moins en moins, là, il y a de plus en plus de mesures pour exclure certaines personnes qui fréquentent les universités, mais c'est un autre débat peut-être. Et donc, voilà, un espace où on sent réellement inclus. Et donc, une préoccupation qui est revenue souvent par rapport aux citoyens, c'était cette idée-là que, comme Griffintown manque beaucoup de ces espaces publics, donc il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas beaucoup de parcs non plus, parce que justement, avec un développement qui s'est fait extrêmement rapidement, on a oublié certains pans du quartier où les gens finalement vivent, au-delà de habitent, donc ces fameux tiers-lieux, endroits où on peut converser entre amis tout simplement. Donc, pas beaucoup de parcs, pas beaucoup de bibliothèques, pas beaucoup de centres culturels, entre autres. Donc, quand un organisme privé a pris contrôle d'un espace qui pourrait être public, donc la place William Dow, il y a eu des questionnements des citoyens sur est-ce que cet organisme-là va être de notre côté ou va être du côté finalement de justement ce développement effréné de populations relativement aisées. Donc, c'est ce qui est revenu souvent et donc les gens ont un peu dit, il n'y a pas de compte à rendre nécessairement, mais MR63 se doit un peu de jouer, si on veut, ce rôle-là d'espace public, du mieux de ses capacités pour subvenir aux besoins de la population locale. Et donc, je vais faire quelques exemples de témoignages d'intervenants, en fait.
Donc, l'intervenant 3 à gauche dit « On a oublié de planifier les équipements communautaires et alors il n'y a pas de ce que j'appelle des centres communautaires de maisons des citoyens de Griffintown. Elle n'existe pas. Elle n'a pas été planifiée. Donc, MR63 a une occasion extraordinaire de jouer ce rôle-là, d'amener des gens là. Donc, de devenir, si on veut, un centre du quartier où les gens pourront se rendre pour différentes activités, des rencontres de groupes sociaux, peu importe. Là. Donc, cet espace-là, en fait, qui pourrait jouer un peu comme pôle social, culturel et citoyen de Griffintown. Le deuxième, c'est quand j'ai su que c'était pas une entreprise publique qui allait occuper un espace public, ça me mettait des doutes et des questions. Je me suis posé pourquoi c'est pas un centre de la culture de Montréal qu'ils ont mis là, pourquoi c'est pas une bibliothèque. C'est la première question qui m'est venue. Alors, c'est resté avec un bol de me dire c'est peut-être un organisme, mais ça reste un organisme privé. C'est pour moi une sorte de PPP, un partenariat public-privé. J'avais des questionnements vis-à-vis de ça. Donc, bien évidemment, il y a certains bémols considérant que, bon, MR63 est un OSBL, donc il n'y a pas cet incitatif au profit, mais tout de même, c'est un organisme privé. Donc, il faut voir à qui s'adresse un espace public par définition de nature, techniquement. Ça devrait s'adresser à tout le monde, alors qu'un privé, bien, il y a cette latitude-là qui existe qui pourrait être mal interprétée. Donc, je dirais que c'est ça la première préoccupation qui est venue finalement. Le deuxièmement, c'est la question d'exclusion. Donc, oui, à Griffintown, il y a un grand développement, puis il n'y a pas beaucoup de citoyens qu'on pourrait dire originaux du quartier. C'était en fait avant les années 90, même avant les années 2000, il y avait pratiquement personne qui habitait dans le quartier. C'était désuet suite, comme on avait mentionné, à, si on veut, quasiment, on a rasé quasiment le quartier dans les années 60 sous la gouverne de Jean Drapeau pour construire l'autoroute. Et entre-temps, il n'y a pas vraiment beaucoup de préoccupations pour ce quartier-là. Et là, soudainement, c'est devenu comme le sujet chaud. On voulait vraiment participer au développement de Griffintown, mais ça s'est fait vraiment de manière extrêmement rapide. Donc, mais il y a quand même de plus en plus de développement de certains logements sociaux, de coopératives d'habitation qui se développent aussi dans le quartier, tranquillement. Et donc, il faut voir comment on peut mettre les relations entre les citoyens qui sont nantis, qui travaillent au centre-ville généralement, et les citoyens qui sont moins nantis. Voilà. Et donc, encore une fois, juste m'assurer que je n'oublie pas rien. Et voilà, donc il faut voir comment. Là, c'est là où on est bien à l'allure du bâtiment. Est-ce que les gens qui ne sont pas habitués de fréquenter des espaces qu'on pourrait dire plus huppés, donc là, on parle souvent dans les quartiers comme j'ai gentrifié, on va parler souvent des buvettes, des quartiers qui vont transformer, si on veut, d'un délit à un truc un peu plus fancy. Donc, c'est de voir comment le rôle de MR63, à quel niveau d'inclusion va permettre les citoyens de tout genre de rentrer, de participer au développement de l'organisation, de consommer, etc. Et donc, ça passe au-delà de l'accès simple, l'ambiance, les produits offerts, mais également l'art. L'art est un autre aspect de ça que je connais peut-être un peu moins, mais il y a évidemment des aspects d'exclusion, avec l'accès à l'art. Quel type d'art va être offert? Donc, on parlait avec des intervenants sur les grandes galeries d'art d'artistes internationaux super prestigieux et tout ça. Est-ce que c'est l'art qu'on veut mettre de l'avant ou de l'art plus local, de l'art qui inclut un peu tout le monde? Donc ça, c'est un autre sujet que je pense qu'on pourrait aborder à un autre moment peut-être. Et donc, je reviens encore avec certaines préoccupations de citoyens. Oui, c'est un OBNL, mais à mon avis, il doit travailler avec tout le monde parce que ce qui appartient au social appartient vraiment à tout le monde, mais ce qui appartient au privé, il reste au privé. Donc, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et deuxièmement, il y a comme deux groupes sociaux, puis c'est un peu difficile de voir où MR63 veut se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'il se positionne du côté plus populaire? On y va plus, je dirais, avec la population majoritaire, ce qui est les gens les plus aisés. Donc, c'est à voir comment MR63 veut se positionner dans ce débat-là qui a quand même une certaine dualité dans le quartier. Et finalement, il y a 2 points, donc, ce qu'on pourrait mettre sous le chapeau de l'appui. D'une part, l'appui aux luttes et d'autre part, l'appui aux organisations. Donc, d'une part, comment est-ce que MR63 se positionne par rapport aux nouvelles luttes du quartier qui se développent tranquillement quand même, mais qui se développent peu à peu avec le développement du quartier. Et également l'appui aux organisations. Donc, comment est-ce que MR63 va se positionner ou interagir avec les organisations existantes du quartier centre-sud et également les organisations naissantes qui vont éventuellement ou nécessairement se développer. Donc, en fait, la préoccupation qui revient souvent, c'est qu'en fait, MR63 n'est pas simplement un lieu, donc c'est pas simplement un endroit comme tout autre restaurant, café qui pourrait être dans d'autres quartiers, puisque cet espace-là était un espace qui pourrait être dédié à un espace public, qui a un aspect justement de développement. Donc, MR63 devient, si on veut, un pôle important dans le tissu social qui se développe dans Griffintown.
Et c'est pour ça qu'elle doit participer, en fait, à son éclosion ou à son développement, mais en tentant d'y aller d'un réseau, pas d'un réseau, mais de pousser le quartier vers ce qu'on pourrait dire un peu plus social, plus humain. Et donc, c'est un rôle qu'elle doit jouer, entre guillemets, considérant le fait qu'elle arrive dans un quartier qui est comme relativement naissant. Et donc, chercher un peu à réparer les erreurs du passé, ce qui implique des prises de position ou des appuis qui peuvent être parfois difficiles. Et on va y revenir lorsqu'il y a quand même une mainmise de certains promoteurs privés dans le développement de ce quartier-là. Donc, je vous reviens encore une dernière fois avec les appuis qui sont un petit peu plus longues. Ce qui manque, il n'y a pas de groupes sociaux, il y a les petits collectifs, mais il n'y a pas de pôle rassembleur communautaire dans le quartier. Fait que c'est difficile après ça de se lier avec les organismes du quartier quand il n'y en a pas. Fait que tu deviens l'organisme, c'est là que c'est le côté revendicateur d'appuyer des revendications qui peut être intéressantes. Parce que de revendiquer des lieux, des espaces communautaires, ça peut avoir favorisé l'inclusion de ces personnes-là dans le quartier, dans leur espace, qui se sentent à l'aise, qui sont plus naturels pour eux de s'impliquer. Puis après ça, il y a peut-être à avoir des relations qui sont entretenues entre MR63 et ces organismes-là. Donc, au-delà d'être participant des coalitions communautaires, des organisations, il y a le côté, en fait, d'y être un initiateur ou de participer à leur création en tant que pôle de ce tissu social-là. Et deuxièmement, c'est sur le modèle d'MR63. Donc, le modèle, ça pose la question à savoir, est-ce que ce modèle-là, il fait en sorte qu'ils ne peuvent pas se positionner d'une façon très engagée dans le quartier avec les groupes? Là, on faisait référence ici à l'idée que MR63 a été financé et aidé par des organisations privées, par des organismes philanthropiques, des organismes du quartier, mais également certaines banques, des caisses comme Desjardins, entre autres, donc, et aussi avec la municipalité. Donc, ça reste à voir avec ces différents intérêts-là, comment est-ce qu'ils peuvent se positionner dans le quartier. Donc, il y a les éléments qui peuvent se positionner comme les écoles. Tout le monde est d'accord avec les écoles. Donc, on parle encore une fois de l'école primaire à Griffintown qui est manquante, donc qui est en train d'être discuté. Tout le monde est d'accord avec ça, mais quand c'est le temps de vraiment aller dans le crunchy, donc c'est là que ça vient dans le crunchy de dire est-ce qu'on est pour ou contre les promoteurs s'accaparent le quartier au complet? Là, ils ont des enjeux d'intérêt parce qu'il y a des commerces qui ont besoin de ces promoteurs-là. Donc là, c'est là, en fait, où MR63 se doit de se positionner. Est-ce qu'il va se positionner du côté, si on veut, du développement plus social du quartier ou du côté des promoteurs qui peuvent en partie financer leur activité? Donc, c'est là où il y a un questionnement à avoir sur ce sujet-là, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Donc, voilà un peu les préoccupations qui ont été mentionnées. Je pense avoir assez bien résumé le tout. Donc, j'imagine que l'on pourrait venir, en fait, à nos recommandations basées sur ces préoccupations-là, également sur la revue de la littérature qu'on a faite un peu plus tôt. Donc, premièrement, la recommandation d'adopter une posture d'espace public pour le quartier. Deuxièmement, je vais y revenir un après l'autre. 2, d'appuyer les groupes citoyens, organismes communautaires et luttes urbaines dans le quartier. Et 3, de développer une gouvernance démocratique pour MR63. Donc, je vais commencer par la notion d'espace public. J'ai mis à droite l'exemple de l'Esplanade Tranquille, qui est en fait située juste dans la place des Arts. Il y a comme une patinoire là, qui est là l'hiver. Et il y a un espace à l'intérieur, justement, où il y a comme un café, mais il y a également des espaces comme lounge un peu. Et je l'ai noté parce que c'est un endroit que je trouve vraiment intéressant à noter où tu rentres là-dedans, puis il n'y a vraiment pas de gens qui... Tu sais, c'est vraiment un espace qui est public, donc tu peux t'asseoir, discuter. Il y a la possibilité d'avoir, exemple, un café, des trucs comme ça, mais encore là, tout est placé pour qu'il soit extrêmement optionnel. Donc, il n'y a pas, exemple, quand on va dans certains cafés, des limites d'heures pour l'Internet. Il y a des tables où c'est interdit, par exemple, d'avoir un ordinateur. Il y a des limites de temps où on te presse en lavant la table pendant que tu es là. Des trucs comme ça. Non, mais c'est des petits gestes qui peuvent donner, en fait, un sentiment d'exclusion, alors que ces espaces-là sentent vraiment qu'on est inclus. Il y a un côté vraiment rassembleur. Oups, j'ai touché le micro. Donc, c'est un exemple que j'ai mis parce que je trouvais ça vraiment intéressant dans le cas de MR63, qui a un peu ce double rôle-là. Et donc... par rapport à l'espace public, donc on avait comme deux recommandations et des sous-recommandations qui viennent un peu avec ça. Donc, de un, c'est de rendre accessible un espace gratuitement pour les résidents du quartier. Donc, comme, si on veut, l'accès à l'art est une priorité de l'établissement, donc c'est un centre prioritairement culturel, l'achat de produits de consommation, restaurants, cafés et tout, doit rester vraiment facultatif. Donc ça, c'est le premier truc qu'on voulait parler. Et le deuxièmement, c'est de réfléchir au caractère inclusif de l'espace, donc dans l'ambiance, dans l'accessibilité. Donc,
d'accorder au moins un espace, donc dans le grand espace qu'il y a, d'avoir au moins un endroit où, qui n'est pas attaché en fait à une offre précise de bar ou de restaurant, afin d'être perçu comme un tiers-lieu inclusif et donc de pouvoir converser librement, sans limite de temps, sans achat nécessaire. Donc cet espace-là, pour nous, est vraiment, vraiment important, sans quoi l'espace devient, si on veut, un restaurant ou un café, où en fait la consommation est comme obligatoire. Donc voilà pour l'espace public. En ce qui a trait au groupe citoyen, aux luttes sociales, donc j'ai noté quelques exemples de mouvements citoyens qui sont quand même relativement éphémères, naissants, et donc, mais qui vont nécessairement se développer. Donc on parle du collectif pour une école primaire de Griffintown qui a été quand même assez vocal dans les médias par rapport à ça, qui est quand même une aberration de quartier de ne pas avoir d'école primaire finalement. Là, on est en train de un peu... C'est un peu la positionnement de la ville ces temps-ci, c'est un peu un rétropédalage de devoir trouver des espaces où on peut installer des trucs dans un quartier qui est déjà comme extrêmement construit. Donc, trouver des petits espaces pour mettre des parcs et l'école primaire qui finalement va être, ce que je comprends des derniers plans, c'est qu'il va être comme associé à un bâtiment. Et donc, c'est plus le cas? Non. La CSSDA m'a dit que Ouais. l'école devrait être toute seule. C'est ça. À côté un Bon. projet de logement social. Parce qu'au départ, c'était ça. Ouais. Mais plus maintenant. Ça voudrait, Bon. Bâtir son quartier, c'est retirer du projet. Puis, mais le projet de l'école est toujours en place. Ouais. Il est toujours au même endroit. OK. Ça va être juste l'école, il n'y aura pas de... Bon. Ben, donc voilà. Donc ça a pris, comme on peut voir dans l'article, c'était 11 ans de cafouillage pour finalement, au moment de l'article, pas avoir aucun projet. Mais là, ça se développe tranquillement. Et finalement, il y a certains des mobilisations contre certaines constructions dans le quartier, notamment certains développements immobiliers qui se construisent très rapidement et qui sont également très, 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 très hauts, donc qui peuvent un peu couper la lumière dans le quartier à cause de la hauteur des bâtiments. Et comme on peut voir dans le quartier, dans le truc du bon, on parlait tantôt avec Emmanuel d'éviter certains développements comme Griffintown, mais le nouveau quartier des Lumières qui va être construit à la place de Radio-Canada. Il y a des articles qui disaient en fait que le quartier des Lumières, le promoteur principal a dit qu'il voulait être un anti-Griffintown, donc de construire vraiment en ne suivant pas l'exemple de Griffintown. Donc on voit à quel point il y a quand même des litiges des problèmes avec ce développement-là. Donc, par rapport au développement de groupes citoyens, organismes communautaires et tout ça, donc on a 3 recommandations. Le premier, c'est de prendre des prises de position et intervention vis-à-vis des projets de développement appui au logement social. Donc, quand on parlait tantôt des solutions pour contrer l'embourgeoisement, c'est sûr qu'en tant que tel, les maires centraux ne peuvent pas mettre la main et aller construire des logements sociaux, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de favoriser ou d'être un acteur impliqué dans la lutte sociale en faveur du logement social. Donc ça, c'est un truc qui peut être fait très facilement avec quand même une certaine réputation dans le quartier. Donc voilà. Donc, ce qu'on a noté, se positionner publiquement pour le développement de projets de logement social dans le quartier, notamment des coopératives et des OBNL. Il y en a un petit peu qui se créent, mais de favoriser la mise en chantier. De partager publiquement les revendications des groupes sociaux du quartier, donc école primaire, et il y a certains collectifs pour l'humanisation du quartier qui commence à se développer, donc de favoriser aussi leurs revendications, et de s'opposer publiquement à des projets immobiliers commerciaux qui peuvent aller contre les intérêts des résidents les moins favorisés. Donc on ne parle pas, bien évidemment, de se mettre contre tous les logements privés qui peuvent se construire, mais il y a certains projets qui sont plus controversés, qui peuvent, par exemple, diviser la population, et c'est de voir, en fait, comment se positionner par rapport à ça. Deuxième recommandation, c'est de participer à des activités d'autres organismes et de créer des véritables partenariats. Donc, à ce niveau-là, dans ce qui existe actuellement, c'est de participer activement à la coalition de la Petite Bourgogne et ne pas seulement de venir à une rencontre ou de venir donner des pamphlets quand on a des activités, mais également de participer activement et de tisser des liens durables avec les autres organisations qui participent à cette coalition-là. Et là, c'est des recommandations qui venaient aussi de certains intervenants, donc de faire un partenariat avec les programmes de francisation du gouvernement du Québec pour offrir des cours aux non-francophones du quartier. Donc, c'est un quartier qui est très bilingue et également aussi beaucoup plus de locuteurs anglophones. Et de ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un manque de volonté, mais c'est souvent des gens qui sont très occupés, qui travaillent dans le centre-ville et tout ça. Donc, de se déplacer dans d'autres quartiers pour aller faire des cours de francisation peut être un embûche, si on veut, simplement à apprendre le français. Donc, d'offrir, si on veut, dans l'espace MR63, une façon d'utiliser cet espace-là comme
Centre pour des cours de francisation peut être un exemple pertinent de ce que MR63 pourrait faire. C'est des trucs un peu créatifs. Et également, ce qu'on a noté aussi, c'est de devenir un satellite des bibliothèques du Sud-Ouest. Donc, par exemple, en recevant des livres, donc à devenir un point de dépôt, si on veut, de recevoir des livres qui proviennent d'une bibliothèque pour faciliter l'accès. Donc, c'est des trucs qui nous sont parvenus de différents intervenants que j'ai trouvé intéressants, qu'on a voulu noter. Et finalement, troisième point, rendre accessible des salles et ressources pour les mobilisations citoyennes. Donc, ça, c'est un point qu'on trouvait quand même assez important. Donc, quand on parle de groupes communautaires, ces groupes-là qui veulent naître n'ont pas d'endroit pour se rencontrer, pour discuter, pour préparer leurs activités, à l'exception de l'ETS, qui est comme un lieu quand même qui est accessible, mais bien évidemment, c'est pas nécessairement communautaire. Donc, ça serait d'offrir, si on veut, des plages horaires hebdomadaires pour les groupes qui peuvent réserver et ainsi être présents pour faire des rencontres, pour planifier des activités. Donc, ça, c'est un truc qu'on avait parlé aussi avec MR63 qui peut être vraiment intéressant et facile à faire quand même. Voilà. Et le troisième, c'est au niveau de la gouvernance démocratique. Ouais, là, je commence à être... je vais y aller rapidement. Donc, ce qu'on avait parlé, en fait, c'est de créer un membrariat qui pourrait faciliter l'inclusion des résidents dans la gouvernance de MR63. Donc, si on veut vraiment être impliqué dans le quartier, il faudrait que les citoyens, comme une certaine façon pour eux de s'impliquer dans ce projet-là. Et donc, j'ai noté l'exemple de l'épicerie 3 paniers qui est dans Centre-Sud, justement, et non Sud-Ouest. Ça, c'est vraiment Centre-Sud. Qui offre des prix, si on veut, solidaires selon... c'est pas exactement le point que je veux venir, mais c'est un peu un exemple donc, qui permet aux citoyens d'acheter des produits selon un prix comme solidaire, donc qui est comme plus dispendieux, ou des prix pour favoriser les gens qui sont moins nantis, et un prix comme standard. Et donc, tu peux choisir, si on veut, le prix qui soit accordé. Et donc, d'avoir ces paliers de prix-là, par exemple, si on pense à des produits qui seraient offerts dans MR63, qui pourraient favoriser les citoyens locaux, donc qui pourraient favoriser leur inclusion et favoriser leur... de créer un sentiment d'appartenance au quartier, pourrait être une façon, si on veut, d'inclure donc les résidents, travailleurs, partenaires, et donc d'offrir un rabais à ces membres-là, notamment à ceux à faible revenu, et la possibilité pour eux de participer au conseil d'administration, à la gouvernance, à l'Assemblée générale, entre autres, donc de l'organisation. Et de renforcer le processus de participation citoyenne de MR63 par différentes instances et mécanismes, donc comme des comités de résidents, des processus consultatifs pour le développement de nouveaux projets. On avait certaines critiques par rapport à la structure en place qui était comme ce cercle des cofondateurs qui a été mis en place par MR63, qui est en gros une initiative philanthropique pour recevoir des dons de l'organisation qui offre droit à certains privilèges, accès aux lieux et tout ça. Ce qu'on trouvait quand même, bon, c'est une façon d'avoir un peu de financement, mais il n'y a pas vraiment de structure mise en place qui pourrait impliquer un groupe de citoyens dans la décision, dans le processus de décision de MR63, comme on peut voir l'échelle de la participation démocratique. Bien évidemment, il faudrait se situer au haut de l'échelle, donc où il y aurait des partenariats ou des délégations de pouvoir à des groupes citoyens, par exemple, qui prennent des décisions et donc qui pourraient vraiment se sentir réellement inclus dans le quartier, donc l'organisation. Et donc voilà, d'utiliser la connaissance du quartier des citoyens pour favoriser le développement du projet. Donc voilà, c'est des pistes de solutions qu'on a mis qui sont assez quand même rudimentaires et qui, bien évidemment, ne sont pas opérationnalisées ou chiffrées vraiment un point. Mais c'était des points qui nous sont venus, qu'on trouvait intéressants à mentionner et qui pourraient peut-être mener à d'autres réflexions de la part de l'organisation. Donc voilà un peu le tour de tout ça. Donc ça clôt à notre présentation. On a dépassé un petit peu le temps, mais on va garder un peu de temps pour la discussion. Voilà. Merci beaucoup. Merci.